Que je vais dire. Donc, je vais m'intéresser essentiellement à la partie estimation pour les modèles de Bilharzian. Ceci dit, et je vais commencer, en fait, je vais présenter un modèle le plus simple possible pour essayer d'illustrer les méthodes que je vais introduire. Mais pour la partie contrôle et pour un modèle beaucoup plus élaboré, il y a Diaby qui va en parler demain. Donc c'est un travail que j'ai fait avec des gens d'ici, Bichara qui est tchadien, Guiro qui est du Burkina et Ngom qui est du Sénégal. C'est pas très pratique. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc je vais présenter, mais d'une façon très très brève, le modèle. Après, je vais parler un peu d'estimation d'état. Et je vais essayer surtout de souligner certaines erreurs que les gens font. Et après, je vais appliquer ça au modèle du Bilharzian. Comme ça, c'est bien. Donc, la bilharzia, c'est une maladie des régions pauvres et des régions déshéritées. En gros, les schistosomes, les parasites se transmettent de l'homme à travers les œufs sont sécrétés par l'homme dans les fleuves, dans les lacs ou bien dans des étangs, par les urines par exemple. Ils passent dans l'eau, ils sont absorbés par des escargots, ils vont se reproduire d'une façon asexuelle à l'intérieur de l'escargot. Après, ils vont être libérés sous une autre forme qui va après pénétrer dans, par exemple, les jambes des gens qui vont traîner dans cette eau. Donc c'est ça le modèle. Et donc on a un cycle. Donc il y a l'humain, l'autre qui peut être l'humain, mais qui peut être aussi des animaux, et il y a l'escargot. Donc on va s'intéresser justement à comment l'infection se transmet. Donc là je rappelle un des plus anciens modèles, qui est un modèle on ne peut plus simple, en 2 dimensions, presque linéaire, et qui relie en fait la densité des parasites à l'intérieur d'un hôte avec la proportion des snelles, des escargots infectés dans l'endroit considéré. Bon, ce modèle, il a déjà étudié mathématiquement, en particulier dans le cas de la thèse de Lena Tendeng. Donc avec Gauthier, ils ont étudié les propriétés dynamiques, stabilité, etc. Ils ont même étudié le modèle métapopulation correspondance, c'est-à-dire on considère plusieurs groupes d'humains et plusieurs sources d'eau ou plusieurs endroits. Donc pour le moment, moi je me concentre juste sur ce modèle. Et donc la question c'est que, bon, en interagissant un peu avec les biologistes, apparemment, il est possible, même si ce n'est pas facile, de mesurer ce que j'ai noté CW, c'est-à-dire la densité des parasites à l'intérieur de l'hôte, par des méthodes médicales. Par contre, pour estimer la proportion des escargots infectés à l'intérieur d'un étang, ben vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas facile, on ne va pas les compter, les examiner pour savoir s'ils sont infectés après ou pas. Donc la question à laquelle on voudrait se répondre, c'est comment peut-on estimer la proportion de ces escargots en admettant que ce modèle est suffisamment bon, entre guillemets, et que les mesures qu'on fait, c'est-à-dire la densité parasitaire à l'intérieur d'hôtes, est suffisamment fiable. Et donc ça nous ramène à un problème classique en automatique. Bon, je tiens à dire d'abord pour les spécialistes, tout ce que je vais raconter, ça risque d'être pour eux des trivialités, donc ils risquent de s'ennuyer. L'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'après un exposé aussi clair et limpide de Jean, vous risquez d'être un peu déçu avec le mien. Donc là, le problème, c'est ça.
Et pour ce faire, on commence par écrire le système sous une forme compacte et on utilise la notation D automatique pour introduire, pour identifier la dynamique et les mesures. En biomathématiques, en général, on s'intéresse aux propriétés dynamiques des systèmes. En automatique, en ingénierie d'une façon générale, on doit tenir compte des mesures. Parce que le but, c'est de faire quelque chose, c'est-à-dire contrôler. Or, pour contrôler, il faut avoir de l'information. Et un modèle dynamique tout seul n'est pas suffisant. Il faut avoir les mesures qui vont avec. Et donc là, le système s'écrit sous la forme 3. Et la question, c'est d'estimer x, sachant qu'on ne mesure que y. En fait, ce que j'ai écrit ici, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc j'ai mon modèle, j'ai mes mesures. La question, comment combiner tout ça pour avoir une estimation de x que je ne peux pas mesurer d'une façon physique. Et donc une des solutions, je dis bien une des solutions dans d'autres disciplines et d'autres méthodes, c'est de construire ce qu'on appelle un observateur d'état. C'est-à-dire un observateur d'état, ça va être juste un système dynamique, mais complètement artificiel, mais bien sûr qui va essayer d'intégrer les informations biologiques provenant du modèle biologique, mais qui sera un peu modifié, mais surtout qui doit tenir compte des mesures en temps réel. Et donc on demande à ce nouveau système dynamique de nous fournir le x chapeau qui va être une estimation. C'est-à-dire, on voudrait que x chapeau converge dans un certain sens vers x qui est la solution du modèle. Et donc ça nous ramène au problème d'estimation d'état. Pour simplifier, donc un observateur, c'est ce dont je parlais là, celui qui va nous produire x chapeau, ça va être un système dynamique que je vais écrire sous cette forme-là. Et toute la difficulté, c'est de trouver les champs de vecteurs f et g, les fonctions f et g, de telle façon que les solutions de ce système et celles de notre modèle satisfassent cette sorte de convergence exponentielle. Et plus c'est rapide, mieux c'est. Bon, je rappelle que quand on a un système dynamique, si théoriquement on peut toujours l'intégrer, pour pouvoir l'intégrer, il faut avoir la valeur de l'état à un instant donné, au moins un instant. Si on a la chance d'avoir ça, si j'ai x de 0, je peux intégrer et j'aurai x de t quel que soit t. Mais dans la réalité, ce n'est jamais le cas. On ne mesure jamais l'état en entier. Et même pour certains systèmes, si à un instant donné, on a la chance d'avoir x de t0, mais toutes les composantes de x de t0, ce n'est pas bon en pratique parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer le système. Donc j'ai un système dynamique, une équation de différence tout simple, avec une condition initiale, je peux intégrer, au moins numériquement. Mais le problème, en ce faisant, on ne va pas tenir compte des possibles perturbations qui risquent d'influencer notre système. Donc imaginez, vous avez votre courbe que vous calculez avec une solution, avec une condition initiale, mais si jamais au cours du temps, il y a une perturbation extérieure, il va vous déplacer votre système. Or, votre système de calcul va calculer toujours avec la première condition initiale. Mais dans la réalité, la solution, il s'est déplacé. Et vous n'allez pas voir ça. D'accord? Donc, ce qui justifie le fait d'introduire ce qu'on appelle observateur et surtout de toujours tenir compte de ce qu'on mesure à tout instant. Bon, en fait, s'il y a des questions sur les observateurs, je répondrai plus tard. Mais là, je passe tout de suite à l'application. Si je reprends mon système initial, l'observateur, et un des étudiants a déjà parlé de ça un peu, donc en gros, on reprend le modèle, on ajoute un terme correctif qui dépend des mesures, c'est-à-dire y. Notre système, mais bon, je suis quand même obligé de parler des observateurs.
il n'y a pas de méthode générale qui permette de construire un observateur, sauf pour les systèmes linéaires. Pour les systèmes linéaires, le problème a été réglé et il y a des algorithmes qui permettent de déterminer l'observateur étant donné le système linéaire. Pour les systèmes non linéaires, il y a une littérature très intensive sur le sujet. Il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées. Je vais parler que 2 ou 3 méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle les observateurs à grand gain, qui a été développé dans les années 90 par Gauthier, Amaury et beaucoup d'autres gens. Bon, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a une démonstration mathématique rigoureuse qui permet de prouver la convergence. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Et les gens l'appliquent toujours mal, surtout ceux qui traitent des systèmes biologiques. Mais je vais peut-être... Pardon. Excusez-moi, pour être clair, je vais quand même la donner. Je donne juste les idées pour comment construire un observateur grand gain, en fait, comme ça a été fait. Donc, j'ai mon système avec sa sortie. Je vérifie, je construis cette application phi, et si j'ai de la chance et que cette application phi est un difféomorphisme, mais il faut que ce soit un difféomorphisme global, ce qui est déjà très difficile. Une fois qu'on a ça, on peut écrire notre système sous une forme beaucoup plus simple, qui est celle-là, et pour celle-là, il a été prouvé qu'on peut construire, une fois qu'on a cette forme, pour cette forme, c'est très facile de construire un observateur grand gain, pour lequel je peux en plus ajuster la vitesse de convergence. Et c'est ça le point le plus fort, l'avantage de cette méthode. Mais une fois qu'on a cette forme, le problème, c'est que justement, c'est pour avoir cette forme. Pour avoir cette forme, j'ai dit qu'il faut montrer que cette application-là est un difféomorphisme. Excusez-moi, je fais exprès de parler un peu technique ici parce que c'est important, parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs là-dessus. Donc, il faut montrer que cette application est un difféomorphisme. Deuxièmement, il faut que notre champ soit globalement elliptique. Bon, ça, c'est une restriction très forte, sauf que pour les systèmes épidémiologiques, par exemple pour le système qui a été traité par Jean, il a montré que son système évolue dans un compact. Donc, dans ce compact-là, le champ de vecteur, il est globalement elliptique. Donc, on a un champ qui est globalement elliptique. Pour son système, je pense qu'il ne sera pas difficile de montrer que je peux trouver un difféomorphisme qui me transforme ce compact en un autre compact et que cette application soit un difféomorphisme, que la dérive dans le nouveau espace va être aussi lipschitzienne. Et donc, tant que je suis dans ce domaine biologiquement, qui a un sens biologique, j'ai toutes les hypothèses pour appliquer ce théorème. En fait, une fois qu'on a ce système, l'observateur s'écrit d'une façon très simple. C'est comme le système, l'observateur linéaire. Mais là-dedans, il y a le cas qu'il faut calculer, qui ne pose pas de problème. Il y a le θ qu'il faut calculer. Mais là, ça, je le fais dans les nouvelles variables. Le problème, c'est que dans la réalité, nous, on a besoin de travailler dans les variables initiales. Par exemple, sont S, E, I, R, etc. Donc, on est obligé de faire un retour. Et c'est là où le problème se pose. C'est là où les gens ne font pas attention. C'est que quand vous faites le difféomorphisme, il faut que ça soit un difféomorphisme pas seulement de votre compact vers le compact d'arrivée, mais entre l'ensemble d'états tout entier. Par exemple, pour lui, c'était R5 ou R7, vers R7. Parce que si le champ d'origine laissait invariant le compact, le champ de l'observateur n'a strictement aucune raison pour laisser cet ensemble-là globalement invariant. Donc votre observateur va sortir. Et si vous ne faites pas, donc vous êtes obligé de prolonger la dérive et surtout de prolonger les difféomorphismes. En général, le champ de vecteur, on arrive facilement. On sait qu'on peut le prolonger.
Et parfois, on arrive à le faire. Mais un difféomorphisme, moi, personnellement, même en dimension 2, c'est pas évident de prolonger un difféomorphisme d'une façon globalement elliptique à R2 tout entier. Mais si vous ne le faites pas, parce que normalement, là, c'est caché, mais quand on écrit, en fait, le difféomorphisme intervient ici. Si on ne fait pas le prolongement correctement, ce qui se passe, c'est que cette partie-là risque d'exploser et de ne plus avoir de sens. Et donc, faire les choses correctement, ce n'est pas seulement pour avoir une démonstration mathématique, c'est aussi pour avoir l'algorithme qui va me calculer le X-chapeau, parce qu'il intervient là-dedans. Et c'est ça la plus grande difficulté de cette méthode. Par contre, l'avantage, c'est que je peux faire la convergence que je veux. Bon, en parallèle avec cette méthode, il y a d'autres méthodes qui sont un peu plus pratiques. Il y a une méthode qui est plus pratique, qui donne les mêmes vitesses de convergence, que Gauthier connaît très bien. C'est ce qu'on appelle les observateurs numériques. Je ne vais pas trop m'étaler, mais il est basé, on optimise, on fait des G, on calcule le X0 pour optimiser une certaine distance entre la solution obtenue et les mesures. C'est une méthode qui marche très bien, qui permet d'estimer aussi bien les paramètres que l'état, mais malheureusement, contrairement aux observateurs grand gain, on n'a pas de démonstration mathématique générale, parce qu'il est basé sur des méthodes d'optimisation, et tout ce qu'on a comme résultat, c'est des résultats locaux. Après, il y a des méthodes où on perd cette aptitude à régler la convergence. Et c'est la méthode qu'on appelle par exemple les observateurs asymptotiques, qui ont été développés dans les années 80-90, entre autres par Bastin qui est présent ici, et par Dechin. Là, on ne contrôle pas la vitesse de convergence de tous les modes, mais on peut contrôler qu'une partie. Il y a des modes qui nous sont imposés par le modèle. Mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est facile et la démonstration est aussi facile. Donc on a des choses qu'on peut démontrer mathématiquement, mais la convergence, l'autre qui est aussi un peu analogue, c'est ce qu'on appelle des observateurs pour des systèmes inconnus. En fait, tout ce que je dis là, je vais l'appliquer sur mon exemple. Pour là encore, c'est très facile à mettre en œuvre. On peut démontrer correctement la convergence, mais il y a des modes dont on ne va pas pouvoir contrôler la vitesse de convergence. Et donc, il n'est pas adapté pour certains systèmes. Par exemple, pour les systèmes qui traitent la dynamique des populations humaines, il y a un paramètre dont a parlé Jean, par exemple, tout le monde a parlé de ça, c'est le fameux mu, la mortalité humaine. En général, c'est un facteur qui est très petit, et lui, on va le retrouver comme une valeur propre de notre équation de l'erreur. Donc votre erreur aura une valeur propre très très petite, ça veut dire une convergence très lente. Donc votre observateur ne servira pas à grand chose. Bon, je ferme la parenthèse, je reviens. Donc, le système, si vous vous rappelez, c'était cette partie-là. On lui ajoute cette partie. Bon, en fait, vous regardez que ce système-là, il est presque linéaire, sauf cette partie-là. Mais cette partie-là, c'est une fonction de y que je connais. Donc, c'est un système linéaire à injection de sortie près. Et c'est ça qui facilite les choses. Donc, l'observateur, c'est tout simplement ça. Si vous calculez l'erreur, ben, vous tombez... Vous tombez sur cette équation, une équation matricielle, mais elle dépend de Y, et là on doit utiliser les propriétés des systèmes. On a quand même un système d'épidémiologie. On sait que le Y, c'est une variable qui dépend du temps, mais qui reste tout le temps positif. Et ça permet de montrer qu'on a convergence. Là, je compare justement donc les deux solutions. En bleu, en rouge, c'est l'état réel qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire c'est S de t qui est solution du modèle. Et en bleu, c'est ce qui est produit par l'observateur. Et donc là, on remarque qu'on a une convergence relativement rapide. Au bout de 5 jours, on est presque...
les deux états sont pratiquement confondus. Mais pour utiliser cet observateur, je reviens au système, en fait, je supposais que je connais toute la dynamique, je connais tous les paramètres et je connais bien la dynamique. Malheureusement, pour la bilharzia, ce n'est pas le cas. Bon, là, on a fait des estimations en remplaçant, en supposant que les mesures sont bruitées, ce qui est la réalité, mais ça n'affecte pas trop les résultats de l'observateur. Par contre, oui, une autre remarque, l'autre faiblesse des observateurs grand gain, c'est qu'ils sont très sensibles au bruit. C'est-à-dire, si j'avais construit un système grand gain pour ce système-là, sans bruit, c'est parfait, mais quand on rajoute des bruits, parfois, il donne des solutions, il donne des résultats moins bons. Bon, donc, je disais que quand on connaît tous les paramètres, le problème est facile. Attention, pour ce modèle simple, quand on ne connaît pas tous les paramètres, et c'est le cas pour la bilharzia, en fait, le paramètre qui caractérise la transmission de l'escargot vers l'humain est apparemment très difficile à connaître ou à trouver des solutions biologiques qui permettent de le déterminer. Donc en général, il est inconnu. Donc l'idée, c'est comment faire pour estimer, en plus de l'état, estimer aussi ce paramètre. Et donc là, c'est la deuxième catégorie d'observateurs dont je voulais vous parler. C'est que on va construire ce qu'on appelle un observateur adaptif. C'est-à-dire qui va estimer aussi bien l'état que le ou les paramètres qui sont inconnus. Donc pour cela, c'est exactement le même système qu'au début. On le réécrit juste différemment en faisant un petit changement de coordonnées, un changement linéaire. En faisant ça, donc ici, Z, c'est l'état nouveau. Je suis passé de X à Z. J'écris mon système dans Z. La sortie correspondante, elle est donnée par ça. Et donc, comment faire pour estimer Z de T ainsi que le paramètre A. Pour cela, on construit ce qu'on appelle un observateur adaptatif. Un observateur adaptatif, pour faire simple, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui va estimer l'état et une partie qui va estimer le paramètre. Mais bien évidemment, les deux parties sont couplées. On ne peut pas les découpler. Et donc, voilà encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là-dedans, le A, B, psi, tout ça, c'est des quantités qui nous viennent du modèle. Ce qu'on doit construire, c'est le K et le lambda qui est là. En fait, le K, c'est une sorte de gain qui compare la sortie réelle à la sortie produite par l'observateur. Et pareil, le lambda, c'est un gain qui va comparer les deux sorties et qui va faire en sorte de les faire converger vers zéro. L'idée, c'est ça. Là, je vais peut-être juste donner l'idée de la démonstration. Parce que, donc je répète mon système, il est presque linéaire, sauf il y a cette partie-là. Mais quand je considère le paramètre comme faisant partie aussi de l'état, ça devient non linéaire, parce que là, c'est un terme au moins quadratique. Bon, avant de faire la démonstration, on va comparer les deux, l'état réel avec l'état estimé. Bon, là, je pense que je n'ai pas de commentaire à faire. On voit que la convergence est assez rapide. Par contre, et ça, on ne peut pas vraiment l'éviter. À chaque fois qu'on a des observateurs, au début, ça peut donner n'importe quoi. Donc, il faut un certain temps pour que les résultats deviennent sensibles. En général, donc, vous avez ce picking-là qui se produit, mais là, plus vous voulez avoir une convergence rapide, plus ce pic va être élevé. Mais pour ce modèle-là, on a moyen de calculer mathématiquement le temps nécessaire à attendre pour avoir une erreur dont la norme est inférieure à un epsilon donné a priori. Donc, ça là, c'est le. Maintenant, on revient. Ça, c'est l'état Z. Si on revient à l'état réel, l'état de départ, S. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la proportion des escargots infectés. Et là encore, on a une bonne convergence. Bon,
par rapport au bruit, ça marche bien. Et là, c'est ça qui est important. Là, on essaie d'estimer le paramètre. Donc là, on a fait des simulations, bien sûr. On aurait pu d'ailleurs utiliser les méthodes dont tu as parlé, Jean, ça serait bien. Parce que, effectivement, ça pourrait diminuer un peu ce picking-là. Donc, on a fait des simulations en posant A, le paramètre inconnu, on a choisi est égal à 5. Et en faisant tourner l'observateur, vous voyez bien qu'au bout de 4 unités de temps, l'observateur nous donne déjà pratiquement la valeur du paramètre inconnu. Et c'est aussi robuste par rapport au bruit. Bon, la démonstration, elle est simple. En fait, oui. C'est toujours pareil quand je construis un observateur, et là je m'adresse surtout aux doctorants. Bon, la première chose à faire, c'est de calculer l'erreur et de montrer que ça converge vers 0. Et si on peut montrer que ça converge exponentiellement, c'est encore mieux. Donc là, quand je fais l'erreur, j'obtiens une erreur matricielle. Je fais un système linéaire. Mais là où il faut faire attention, c'est que c'est un système, puisque y de t, je ne peux pas m'en débarrasser. Il est toujours là. Donc c'est un système linéaire, mais dépendant du temps, ou bien dépendant de la sortie. Et bon, l'idée, c'est de réécrire ce système en utilisant les notations des automaticiens. Donc la matrice M, je l'écris comme ça. J'introduis des A tilde, des K tilde, des C tilde virtuels. Et donc je me ramène à une paire de matrices A tilde et C tilde. Et je fais comme si j'étais en linéaire. Quand je suis en système linéaire, dès qu'on commence à apprendre, on utilise l'observabilité de cette matrice, de cette paire de matrices. Donc s'il est observable, je sais que je peux placer le pôle, que je peux reconstruire l'état, etc., etc. Donc je fais semblant comme si c'était linéaire. Je regarde ça. Mais je n'oublie pas que j'ai le Y, mais je sais par contre, je sais que Y, c'est une variable qui dépend du temps, mais qui est minorée et majorée, et qui est surtout positive. Et ça va jouer. Donc si je fais ça, je fixe un Y qui satisfait tout ça, et je montre facilement, ça c'est un calcul à faire, que la matrice là, elle est observable. Mais puisqu'elle est observable, ça veut dire que je peux placer le pôle, les pôles comme je veux. Je peux placer les valeurs, je peux choisir les valeurs propres que je veux, par un choix de K, de la matrice K tilde. Et donc j'obtiens une matrice à spectre. Bon là j'ai pris un cas particulier parce que ça m'arrange dans les calculs après, ça simplifie les choses. Qui est à spectre strictement à gauche. Mais là où il faut faire attention, c'est que là malheureusement c'est pas suffisant. C'est que j'ai beau avoir un spectre qui est complètement à gauche, je peux le mettre le plus à gauche possible que je veux, ça ne prouvera strictement rien. On peut trouver des contre-exemples, au contraire ça ne tend pas vers 0. Donc ça c'est pas suffisant. Mais tout n'est pas perdu, on va quand même l'utiliser. En fait, après, c'est d'utiliser des propriétés des systèmes temps variants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf, donc, on fait un changement de coordonnées pour se ramener à cette forme qui est assez classique. C'est ce qu'on appelle les systèmes almost time variant, presque temps invariant. C'est-à-dire, j'ai une partie constante qui est une matrice D à spectre constant comme je veux, plus une partie qui dépend du temps. Et la stabilité du système, en fait, dépend des propriétés de cette matrice R de T. Donc il y a des vieux résultats d'un système qui est coopératif. Et c'est-à-dire le Y de T qui apparaît là, il ne peut changer de signe qu'une seule fois. Non, il peut changer de variation au plus une seule fois. Si on n'a pas ça, ça marche pas. Bon, donc là, j'ai traité le cas où j'ai mon système, je connais bien la dynamique, mais je ne connais pas un seul paramètre. Maintenant, le cas le pire, c'est que, et le cas réel, en fait, quand on ne connaît pas tous les mécanismes d'infection. Donc, on va supposer que, apparemment, c'est le cas, mais on a un peu exagéré, on a fait ce qu'on sait faire. Parce qu'il y a deux mécanismes d'infection, de transmission de l'infection. Il y a la transmission de l'escargot vers l'homme, mais à travers l'eau, bien sûr, mais aussi la transmission de l'homme vers l'escargot. Donc là, on a supposé que la partie qu'on ne connaît pas très bien, c'est la transmission de l'escargot vers l'homme. Et pour faire ça, au lieu de se compliquer la vie, ce terme-là, on va tout simplement le considérer comme si c'était une entrée inconnue à notre système. Et donc, on va le poser f de ws, on aurait pu poser u. Donc, si vous vous rappelez au début, dans le modèle de McDonald's, le f de ws, c'est tout simplement a fois s, c'est-à-dire quelque chose qui est
franchement trop simple pour être réel. Donc là, nous, on suppose que c'est une fonction quelconque qui dépend de W ou S, qui peut même être aléatoire, qui peut dépendre de vous ici. Et donc l'idée, c'est que, ayant ce modèle, dans la partie de la dynamique, là, je ne la connais pas, je mesure juste W, toujours la même question, je m'intéresse à estimer S de T. Comment on va faire? Ben, là, en fait, quand on introduit ce qu'on appelle une inconnue, on gagne deux choses. D'abord, ça nous permet d'avoir un modèle un peu plus général, et surtout, ça nous permet de nous débarrasser de certaines parties qui nous gênent. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais pour les systèmes épidémiologiques, c'est toujours le terme d'infection qui est non linéaire. Donc, quand je le mets comme une entrée inconnue, je récupère un système qui est linéaire à une entrée inconnue près. Donc, je me débarrasse en même temps de la non-linéarité. Mais, entre parenthèses, ça ne doit pas être le but, parce que ce n'est pas ça ce qu'on cherche. Bon, là encore, une fois qu'on a fait ça, il se trouve que la partie linéaire qui reste, il faut qu'il satisfasse certaines conditions, mais tout ça, c'est simple, c'est des matrices. Donc, en fait, ce qui est derrière, il faut que je sois capable d'exprimer cette partie que j'ai appelée entrée inconnue à travers, bon, je n'ai pas parlé d'observabilité, mais à travers la sortie et éventuellement ses dérivées successives. Si j'arrive à faire ça, je peux introduire de nouvelles variables qui vont mettre le système sur une forme sympathique qui me permet de construire l'observateur. Et donc, je crée le système sous cette forme-là. J'ai les matrices là. Il se trouve que les conditions dont je parlais sont vérifiées. Et bon, on construit tout ce système-là et on peut montrer facilement que les solutions de ce système-là, que x tilde de t, convergent exponentiellement vers x de t. Mais attention, convergent exponentiellement. Là, je suis en dimension 2. En fait, je peux contrôler qu'une valeur propre. L'autre valeur propre, il m'est donné par le système, je ne peux rien faire. Et c'est ça le prix à payer, justement. Et donc, justement, si je compare la convergence, au début, vous vous rappelez, on avait une convergence quand je connaissais tout le système, ou bien je connaissais il n'y avait qu'un paramètre d'inconnu, on arrivait à avoir des convergences à des temps inférieurs à 10. Maintenant, il faut quand même attendre jusqu'à peu près 25 pour avoir une convergence. Mais ça reste raisonnable. Mais par contre, si vous obtenez des convergences qui sont à des centaines ou des milliers d'unités de temps, il faut se poser des questions. D'accord. Donc, il me reste combien de temps, Gauthier ? 7 minutes. Bon, tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est un système dans un seul endroit, dans un patch. Mais maintenant, en reprenant les travaux de Saleh et Léna, bon, en fait, on peut considérer le système sur plusieurs patchs. Donc, on a un groupe, on a des humains qui sont regroupés par groupe, par exemple des villages, et des points d'eau qui peuvent être des étangs, des rivières, des lacs, etc. Et les gens bougent entre eux. Et si vous vous rappelez, la transmission se fait toujours à travers l'eau. De l'homme vers l'eau, vers l'escargot et réciproquement. Donc le modèle qu'on a écrit tout à l'heure, en dimension 2, s'écrit d'une façon assez immédiate pour plusieurs groupes sous cette forme-là. Bon, là encore, pour ce modèle, il a été démontré, là j'anticipe, je réponds à la personne qui posait la question sur l'existence des solutions. Il a été démontré que les solutions existent, qu'ils sont positifs, etc. Donc là maintenant, j'ai plusieurs endroits, j'ai plusieurs groupes. Mon hypothèse, c'est que toujours, j'arrive à mesurer la densité parasitaire chez les gens, chez les hôtes, les humains. Au début, ce qu'on voulait faire, mais ce qu'on n'a pas réussi à faire, d'ailleurs c'est Guiraud qui était l'initiateur de ça. En fait, j'ai oublié de dire, et je tiens à remercier les gens de la CDAO, ça vient d'un projet qui était financé au début par la CDAO pour l'étude de la bilharzienne. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'on a plusieurs villages, et on suppose, pour certaines raisons, qu'on a accès médicalement parlant qu'à certains villages, pas tous les villages. C'est-à-dire on peut mesurer la densité de parasites village 1, village 2, mais pas le village 3 et le village 4. Et tous ces gens-là partageaient certains points d'eau.
Et donc ça revenait à supposer qu'on mesure W pour certains patchs, mais pas pour tous. On a essayé de faire ça, on a réussi, mais on n'a pas réussi en fait. On a un truc qui marche sur simulation, mais on n'arrive pas à le démontrer, donc j'en parle pas maintenant. Donc maintenant, je pense que je suppose que je mesure tous les W. W maintenant, c'est un vecteur. Et la question, c'est encore d'estimer le S qui est encore un vecteur. C'est-à-dire, S, c'est la densité, c'est la proportion des escargots infectés par endroit. Bon, l'intérêt de ça, c'est que dans la politique, dans le cadre du contrôle de la bilharzia, parmi les contrôles, on fait soit des contrôles biologiques, soit des contrôles chimiques, mais qui consistent dans les deux cas à éliminer des escargots. Donc l'idée que si je sais que la densité, la proportion des escargots infectés est beaucoup plus élevée dans ce lac que dans l'autre, bon, on va concentrer les moyens sur l'endroit où il y a le plus d'escargots infectés. Ça, c'est le but ultime qu'on cherche. Et donc, ce qui revient justement à estimer le vecteur S de t, toutes ses composantes, et après identifier c'est où qui a le plus. Bon, mais là, une fois qu'on a fait le système en dimension 2, en fait, ce système vectoriel, on peut le réécrire formellement exactement de la même façon. Sauf que maintenant, c'est des grosses matrices. Et on peut construire le même observateur que tout au début. Mais sauf que là, pour le moment, on suppose qu'on connaît tous les paramètres des systèmes. On n'a pas encore réussi à construire un observateur quand on n'a que certains paramètres de transmission. Hein? J'ai fini justement pour une fois. D'accord. Ok, bon, je vous remercie.